Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, le Loir-et-Cher, le Loiret et l'Eure-et-Loir passent à l'offensive. Pétition, logo, site internet, les 3 présidents des départements prennent les choses en main pour créer une grande région Val-de-Loire. Audience morte aujourd'hui. À Tours, les avocats se sont mobilisés à l'appel du Conseil national des barreaux, inquiets depuis plusieurs semaines de la réforme du financement de l'aide juridictionnelle engagée par le gouvernement. Un office de tourisme qui lance un magazine vendu dans tous les kiosques de l'Hexagone. Une première en France. Objectif, faire émerger la marque Blois-Chambord en faisant la promotion des châteaux de la Loire. Bonsoir à tous. Le Loir-et-Cher, le Loiret et l'Eure-et-Loir passent à l'offensive. Ce matin, les 3 départements se réunissaient en assemblée interdépartementale au zoo-parc de Beauval pour affirmer et surtout promouvoir leur choix de se rapprocher des Pays de la Loire. Un appel aussi bien lancé aux élus qu'au peuple. Maurice Leroy prend les choses en main. Un logo a été créé pour cette grande campagne de promotion d'une région Val-de-Loire, mais également une pétition et un site internet. Les présidents des 3 départements ont bien décidé de ne pas se laisser faire. Romain Delville. Après les sessions extraordinaires en Eure-et-Loire et dans le Loiret, c'est au tour du Loir-et-Cher d'accueillir une séance interdépartementale des 3 conseils généraux. Au cœur de cette réunion, la délibération d'un vœu de rapprochement de la région Centre avec la région Pays de la Loire. Une volonté des 3 présidents de droite et du centre. Nous allons ensemble, avec nos 2 autres collègues de département, donner la parole. On va lancer une pétition sur le site qui est habitué aux pétitions, qui s'appelle change.org. Et donc j'invite très largement toutes les citoyennes et citoyens de la région Centre, de chacun des 6 départements de la région Centre, voilà, à s'emparer de cette pétition, à prendre la parole que nous leur redonnons, parce que quand même, la région, ça nous concerne. Pour le groupe PS du Conseil général de Loir-et-Cher, lui aussi favorable à un rapprochement avec les Pays de la Loire, chacun doit rester à sa place et ce n'est pas aux conseillers généraux de décider, mais bien aux parlementaires. On peut se prononcer, nous les assemblées locales, bien sûr, mais de là à formuler des vœux, à faire des déclarations, bon, on peut le faire, on est en démocratie, tout est possible. Mais pour moi, c'est beaucoup d'agitation pour au total quelque chose qui déjà s'organise dans un cadre très, très clair et qui, je pense, n'a pas besoin de confusion. Une pétition a donc été lancée sur Internet et en une journée, elle a réuni 58 signataires. Et j'ajoute ce soir que la réforme territoriale ne sera pas examinée mardi prochain. Elle a été retirée de l'ordre du jour. Très mauvais chiffre du chômage en mai pour nos 2 départements. Contrairement à la moyenne nationale, vous le voyez, le nombre de demandeurs d'emploi a encore fortement augmenté. Plus 2,4 en Loir-et-Cher, plus 1,6 en Indre-et-Loire, alors que sur l'ensemble du pays, la hausse est inférieure à 1%. Le Loir-et-Cher est d'ailleurs le département de la région Centre où le marché de l'emploi s'est le plus dégradé le mois dernier. Toutes les catégories de demandeurs d'emploi sont concernées par cette hausse, particulièrement les hommes de 25 à 49 ans. Les bassins d'emploi sont en hausse. L'Auch, Vendôme sont particulièrement impactés par cette hausse du chômage. Et puis, les raisons de ces mauvais chiffres, eh bien, la hausse des licenciements économiques, la fin de mission d'intérim et puis l'arrivée de jeunes sur le marché du travail. Manifestation des précaires ce midi à Tours. Une quarantaine de salariés et de retraités se sont rassemblés place Jean Jaurès pour un pique-nique revendicatif dans le cadre d'une journée d'action interprofessionnelle nationale. Des salariés du public et du privé, infirmiers, intermittents, salariés d'EDF, de la SNCF, du Conseil général se sont également réunis. On écoute Stéphane de Plaubin au micro de Camille Lemeur. La question effectivement première, c'est l'augmentation des salaires. Et pour ce qui concerne la fonction publique, l'augmentation du point d'indice qui est gelé encore. Ensuite, sur les questions d'emploi, on a un certain nombre de propositions, notamment des nouveaux droits pour les salariés, pour les droits de veto pour les comités d'entreprise par exemple, en ce cas de restructuration. Et donc nous on milite aussi pour une sécurité sociale professionnelle, donc des droits attachés à la personne qui seraient transférables d'une entreprise à une autre et en responsabilisant les employeurs qui seraient responsables en cas de licenciement. Audience morte aujourd'hui. À Tours, les avocats se sont mobilisés à l'appel du Conseil national des barreaux, inquiets depuis plusieurs semaines de la réforme du financement de l'aide juridictionnelle engagée par le gouvernement. L'aide juridictionnelle qui permet aux justiciables les plus modestes de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice. Anaïs Michaud.
Pour être rentable, un cabinet d'avocats doit facturer entre 75 et 100 € de l'heure. Or, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, un avocat reçoit aujourd'hui une indemnité sur une base forfaitaire de l'ordre de 50 € par heure. Taxer le chiffre d'affaires des avocats pour financer en partie l'aide juridictionnelle qui coûte à l'État 350 millions d'euros par an serait donc, selon le bâtonnier de Tours, une double peine. Sur un dossier, lorsque nous travaillons à l'aide juridictionnelle, nous perdons par heure travaillée entre 20 et 35 € par heure. Donc nous disons que nous participons largement à l'effort qui est fait pour permettre même aux plus démunis d'avoir accès à la justice et que le gouvernement, s'il souhaite maintenir cet accès au droit pour tout le monde, doit assumer ses choix. Les avocats demandent donc une revalorisation de leurs indemnités au moment même où l'État envisagerait de les réduire. Un véritable dialogue de sourds. La profession a fait un certain nombre de propositions. Elles ont toutes pour l'instant été traitées par le mépris par le gouvernement. Et ça serait au moins d'examiner les propositions que forment les professionnels, c'est-à-dire les gens du terrain. Mais pour l'instant, le ministère de la Justice ressemble à un véritable autiste. Il ne répond pas, il ne parle pas. Ce vendredi se tient à Paris la conférence des bâtonniers, l'occasion de discuter des suites à donner au mouvement. Et à Tours, 3 personnes ont été interpellées lundi. La police a fait une saisie de 10 kilos de cannabis. Elles devaient être jugées en comparution immédiate cet après-midi, mais en l'absence d'avocats, comme on vient de le voir, le tribunal les a placées en détention provisoire et a renvoyé l'affaire au 18 juillet. D'ailleurs, toutes les audiences, vous l'aurez compris, ont été renvoyées aujourd'hui. La Banque alimentaire de Touraine se donne une nouvelle mission, apprendre aux bénéficiaires à cuisiner. C'est une première, des ateliers de cuisine qui permettent de rompre l'isolement et surtout d'apprendre aux bénéficiaires à s'organiser. Aurélie Renaud. Dans les locaux de l'entraide Tourangelle, 2 fois par semaine, Marie, Sylvie et les autres viennent récupérer leurs colis venus de la banque alimentaire. Mais aujourd'hui, les bénéficiaires cuisinent ensemble. Un atelier d'abord pour rompre l'isolement, puis pour apprendre à préparer des plats simples et sains, à valoriser les produits distribués. Et c'est sûr, il y a beaucoup de légumes, souvent légumes et fruits, qui sont bien sûr déjà un petit peu abîmés. C'est pour ça ils sont donnés par les industriels. Et puis il faut rapidement les travailler, les cuisiner. Car régulièrement, des denrées distribuées étaient jetées par les bénéficiaires. Certaines personnes venues d'autres pays ou d'autres régions ne connaissant tout simplement pas ces produits et ne sachant encore moins les cuisiner. Après 3 ateliers culinaires, les bénéficiaires ont déjà pris de bonnes habitudes. Les champignons, par exemple, restent le lendemain, elles pourrissent. Les tomates, par exemple, si elle est un peu mûre, je fais la sauce, j'ai gardé pour le lendemain ou pour faire un plat. C'est bête de jeter parce que ça coûte cher. Quand vous voyez les prix des légumes, sinon il faut les blanchir et puis les mettre au congélateur. On s'est débrouillé, on s'est dit on peut mélanger ces légumes avec ces légumes-là. Tandis qu'auparavant, on ne savait pas trop faire si on pouvait les mélanger ou pas. Je ne savais pas qu'on peut manger les choux-fleurs crus. Ça nous apprend à manger différemment. Aujourd'hui, le lavage et l'épluchage des légumes ont été confiés à 2 personnes. Une entrée de crudité à 2 autres et le couscous est préparé à 4 mains. Car l'objectif de la petite cuisine mobile, c'est d'aller bien au-delà du contenu de l'assiette. Ça permet à ces gens qui bien souvent ont fui un pays où ils étaient en danger et qui sont là moralement dans une situation difficile, de trouver d'autres personnes et que finalement ils ne sont pas seuls au monde à être en difficulté et qu'il y a un moyen de s'en sortir. Et la recette semble fonctionner, car c'est le cœur un peu serré que certains cuisiniers ont levé leur verre en l'honneur de ce dernier atelier. Ravis de connaître désormais ceux qui, comme eux, viendront chercher leur colis alimentaire la semaine prochaine. À Blois, l'Office de tourisme lance un magazine vendu dans tous les kiosques de l'Hexagone. Une première en France. Objectif, faire émerger la marque Blois-Chambord en faisant la promotion des châteaux de la Loire situés sur ce territoire. Coût de cette opération marketing originale, 20 000 €. C'est un numéro 1 et le contenu des numéros suivants sera aussi riche. On pourrait s'y méprendre. Pourtant, David Hamon n'est pas patron de presse, mais directeur de l'Office de tourisme de Blois-Chambord. Son objectif, faire de Blois le cœur d'entrée des châteaux de la Loire. Et pour y parvenir, il emploie les grands moyens.
C'est un magazine qui fait 100 pages et qui sera diffusé partout en France en fait, avec un renfort plus important sur les bassins émetteurs forts. Quand je dis bassin émetteur, c'est la provenance des visiteurs les plus nombreux. Je pense au bassin lyonnais, je pense bien sûr à la région parisienne, tout le Val-de-Loire bien entendu, et puis la région toulousaine et bordelaise. Du marketing territorial qui vise à faire émerger une marque créée il y a 2 ans et demi. Cette marque, Blois-Chambord, un territoire qui regroupe 65 communes. Pour faire émerger une marque, on a beau avoir les meilleurs, je dis souvent qu'on a beau avoir les meilleurs yaourts en goût, si on ne fait pas de la communication pour dire que ces yaourts existent, personne ne les achètera. Mais qu'en est-il des châteaux situés sur le territoire du département d'Indre-et-Loire? Si le magazine promet d'y consacrer certains articles, la ligne éditoriale se concentre majoritairement sur les châteaux de Blois-Chambord. L'agence départementale du tourisme d'Indre-et-Loire et le directeur du château d'Amboise n'admettent pas pour autant que ce magazine pourrait être un sérieux outil de concurrence sur un marché touristique de plus en plus agressif. Un nouveau magazine, un nouveau support de communication ne doit jamais être appréhendé de façon négative. C'est un élément de plus dans notre communication et c'est vraiment aussi à nous de faire la part des choses et d'utiliser ces nouveaux moyens de communication. C'est tout le principe même de la concurrence que ça pose. Et la concurrence, c'est d'abord une stimulation des différents opérateurs. La question est toujours quel est le niveau de concurrence et quel est le niveau de complémentarité. L'important, c'est de faire en sorte qu'on mette en valeur le potentiel de chacun. Les portes d'entrée, elles sont multiples. Elles peuvent être plus à l'est de l'entité Val-de-Loire, donc plus proche de Paris, c'est une réalité. Elles peuvent venir du sud pour les clientèles du sud. Elles peuvent être centrales, et je pense notamment aux nœuds ferroviaires que représente la Touraine avec Saint-Pierre-des-Cortoux. Le discours reste cordial et conciliant. Pour autant, 35 000 exemplaires de ce nouveau magazine inonderont tous les kiosques de France dès le 1er juillet. Vendu à 5,90 €, la destination Blois-Chambord pourrait bien voir son indice de fréquentation boosté ces prochains mois. À Tours, Michel Verjus expose au Centre de création contemporaine. Cet artiste visio-spatial, comme certains se plaisent à l'appeler, travaille avec la lumière. Il propose jusqu'au 28 septembre une rétrospective de son œuvre, soit 30 ans de travail. Anaïs Michaud. L'homme compte son âge en jours écoulés depuis sa naissance. Il est résolument contemporain, mais cite à tout va les vieux Grecs, comme il appelle les grands penseurs, philosophes et ou mathématiciens. Michel Verjus est intarissable sur son art, qu'il appelle éclairage. Je ne parle pas de matériaux, de lumière, je parle tellement d'abstraction, de jeu de forme. Je parle plutôt des fonctions, des usages, qu'on fait des choses. Et faire un usage de la lumière dans un espace avec nos yeux et notre tête et nos pieds, puisqu'il faut déambuler dans une exposition de Michel Verjus. Comment travailler avec ces éléments basiques, espace, temps, matière, lumière, et le regard du regardeur, le parcours du visiteur. Pas question de faire un éclairage théâtral ou de camoufler les projecteurs. C'est un langage épuré, n'utilisant que la lumière projetée et l'espace pour que le spectateur réalise qu'il est ici et maintenant dans une situation donnée, dans un environnement que cette lumière lui rend visible. 2 tours qui tombent, il y a 13 ans à peu près, par 2 avions qui leur rentrent dedans, qu'est-ce qu'on peut faire de plus fort maintenant? Au XXe siècle, on a eu l'Holocauste, au XXIe, on a eu ça. Toute œuvre d'art est totalement dérisoire. Pour provoquer une émotion forte, il faut aller à l'essentiel. De l'encadrement de portes lumineux obtenu grâce à un obstacle, au cercle fractionné par l'arête d'un mur, du projecteur à diapositive vierge et sa lumière chaude au projecteur nouvelle génération. Le travail de l'artiste est mis en lumière par cette rétrospective présentée au CCC jusqu'au 28 septembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle d'un festival que vous aimez, le festival Avoine Zone Blues, avec le maire d'Avoine. À tout de suite.